Allô! Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une Seconde Rocks. Et là, c'est le moment, si vous avez regardé la première partie de cet événement de vidéo, que oui, je les ai toutes tournées d'une shot. Et non, je n'ai aucun regret, même si j'ai la folle dans ma chambre à me répéter des affaires. Puis en fait, ouais, en tout cas, je me parle à tout moi tout seul, là. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Si la première partie de cette série de capsules, vous ne l'avez pas visionnée encore, je vous invite à le faire. Dans la première partie, on passe à travers l'auteur et son œuvre, à travers la structure et le résumé du roman. On explique que le roman n'est pas nécessairement une biographie, qu'il y a une partie fictive, une partie historique. On parle de la version du personnage qui est divisé en deux. Donc, on parle du même personnage qui a été vu de deux côtés d'une médaille. Et on passe à travers des plus grands questionnements, on pourrait dire entre guillemets, qui vous est amené à l'intérieur de votre lecture de la part de l'autre. Mais concentrons-nous sur les éléments d'aujourd'hui, dès maintenant. Pour bien comprendre ce segment de l'analyse, si vous avez la même version que moi pour votre lecture de la part de l'autre, donc celle publiée chez Le Livre de Poche, je vous invite fortement à aller lire les 25 dernières pages du livre, qui nous partage le journal de l'auteur pendant son écriture du roman. Pourquoi? Parce que ça contient des informations pertinentes et croustillantes pour l'utilisation dans vos dissertations et dans vos examens. Et aussi parce que ça vient backer beaucoup de mon analyse. Ça nous apprend beaucoup sur le processus de recherche et d'écriture que l'auteur a dû faire pour la création de son roman. Et nous parle également justement de la controverse qu'il y a eu lorsque Éric Emmanuel Schmitt a commencé à dire à son entourage qu'il prévoyait écrire un livre sur la vie d'Adolf Hitler. Je vous ai pas étendu par kilomètre la biographie de l'auteur dans la première partie de la vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez pas fait, je vous invite à aller voir Oscar et la Dame Rose dans la première partie. Je fais une petite biographie de l'auteur. Et vous savez, par les informations connues sur cet auteur et les informations que j'ai pu vous donner, que c'est un auteur qui est lu internationalement. Et ses œuvres sont parmi les plus lues de la francophonie. Ils sont traduits en plusieurs dizaines de langues. Éric Emmanuel Schmitt est un auteur qui est reconnu. Sa réputation le précède. Et son lectorat aussi. Quand tes livres se mettent à se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde, et que les gens se mettent à suivre ton écriture et ton cheminement d'écrivain, la question du « est-ce que je peux me permettre d'écrire sur n'importe quoi ?» devient de plus en plus importante. Surtout si l'auteur écrit dans un style particulier ou que son lectorat s'attend absolument à avoir une structure A ou B pour apprécier vraiment l'œuvre qui va être rendue par l'auteur. Dans le cas d'Éric Emmanuel Schmitt, ses romans, ses types de romans, ses nouvelles, ses écrits en général, vont pas mal dans tous les sens, dans tous les genres, dans tous les styles. On peut lire plusieurs romans de lui qui sont dans différents styles, un après l'autre, sans nécessairement réaliser et toujours se souvenir que c'est le même auteur qui a écrit tous les récits qu'on vient de lire. Il y a beaucoup plus de liberté dans un cas comme celui-là. Mais la question reste quand même. On pourrait penser qu'un auteur aussi grand qu'Éric Emmanuel Schmitt n'aurait pas à se poser cette question-là. Est-ce que j'ai le droit d'écrire sur n'importe quelle histoire? Parce que vu son talent et la variété de ses écrits, et les attentes moins déposées de son lectorat, malgré tout ça, ce ne sera jamais toutes les histoires qui vont faire l'unanimité. Dans le cas de la part de l'autre, comme je vous le disais dans la section journal du livre, plusieurs personnes dans l'entourage de l'auteur l'ont prévenu de ne pas s'embarquer dans une écriture sur Adolf Hitler. Le talent d'Éric Emmanuel Schmitt est incroyable. Mais même lui n'est pas à l'abri d'un échec. Et c'est ce que certaines personnes autour de lui avaient peur qui arrive. Et il faut comprendre que l'ébauche d'un manuscrit, le début d'une histoire, d'un récit, de ce qu'on aimerait peut-être parler à l'intérieur d'un roman, c'est toujours juste une esquisse. C'est difficile d'avoir une idée de ce que tout l'ensemble va avoir l'air et si l'objectif principal et la morale du livre va vraiment se rendre avant qu'il ait été complété, avant qu'il ait été écrit. Ce qui était effrayant pour les gens qui étaient autour de l'auteur pendant son écriture, c'était qu'il se tire une balle dans le pied et que son roman soit perçu de la mauvaise façon. C'est un roman qui joue sur une ligne de concept éthique, parce qu'on se demande si l'humain est condamné à être ce qu'il est ou si on est libre de devenir tout ce qu'on veut devenir. Et dans cette exploration de la question à l'intérieur du roman, l'auteur l'a poussé au point de se demander si l'humain pouvait lui-même décider de devenir un monstre. En faisant ça, le côté éthique du roman peut devenir un couteau à double tranchant, parce que ça peut, du moins c'est ce que les gens craignaient avant de lire l'œuvre complète, des biens, le manuscrit complet qui est devenu la part de l'autre, Éric Emmanuel Schmitt, donner l'impression de justifier les actes du dictateur et d'humaniser un homme qui est classé parmi les pires qui a jamais existé. Personne ne veut avoir de la pitié pour les méchants de l'histoire humaine. Si le roman avait manqué sa cible, si quelqu'un d'autre l'avait écrit avec moins de tact et une description claire de ce que c'est la morale complète de cette œuvre, la publication de ce livre-là aurait pu détruire bien des carrières.
lorsqu'on joue sur des lignes éthiques, sur des opinions politiques, sur des moments historiques, sur des personnages biographiques, bref, des histoires où c'est qu'on mélange des conflits d'opinion, des conflits de valeurs, versus les faits et l'impact qu'ils ont eu, il faut être prudent. Ou avoir une foi folle, comme Éric Emmanuel Schmitt l'avait, en son lectorat et en sa capacité de transmettre vraiment la véritable essence de l'œuvre qu'il voulait partager. Et il s'est pas trompé, l'œuvre a jamais été considérée comme une glorification du dictateur ou un livre antisémite. On peut ne pas être d'accord avec la thèse de l'auteur, ne pas croire que l'humain est composé de tout le potentiel qu'il faut pour être un saint ou un monstre, mais ça rend pas le roman obsolète de penser autrement. Au contraire, parce que c'est ça qui va nous pousser à la réflexion et à la discussion. Maintenant que le livre est publié et que les motivations de l'auteur sont claires, il n'y en a plus de controverse. Mais la raison pourquoi je voulais en parler dans la vidéo, c'est pour vous montrer l'importance d'une idée précise et concise et comment la transmission de cette idée-là sur papier, lorsqu'elle est mal faite, peut donner l'impression au lectorat de défendre des valeurs qui peuvent être immorales. Et de là, je vous apporte un petit conseil. Avant de vous lancer dans des débats éthiques ou des combats de pensée dans vos textes, ou avec les gens de votre entourage, avec vos camarades de classe, ou même avec votre famille, assurez-vous de vous-même comprendre et savoir où vous vous en allez avec ce que vous avez à dire. Prenez le temps de penser à vos réflexions et votre cheminement de pensée. Et prenez surtout le temps de peser le poids de vos mots. Surtout au temps de la cancel culture et des médias sociaux. C'est facile de se retrouver cornered puis attaqué alors que les gens n'auront même pas écouté votre idée jusqu'au bout ou va juste en avoir compris la moitié puis il n'y aura pas poursuivi jusqu'à la fin pour comprendre où vous vous en alliez. Faites juste attention. C'est vrai qu'on peut avoir les opinions qu'on a et qu'un artiste peut écrire sur n'importe quel sujet. Et ça vaut pour vos écrits, pour vos dissertations, vos textes argumentatifs, vos textes d'opinion, pas juste à l'échelle des best-sellers. Mais comme je l'ai dit dans une autre de mes vidéos sur Ils étaient 10, c'est important que ce soit bien fait et qu'on ne puisse pas se méprendre à ce que peut-être vous pourriez dire. Et c'est vrai autant dans votre petit cercle à vous, vos amis, votre famille, qu'à l'échelle internationale, comme l'auteur Éric Emmanuel Schmitt. Il faut rendre votre chemin de pensée le plus bulletproof possible. Même si c'est pas un pour ou contre, même si vous êtes genre en plein milieu et vous savez fuck all où vous en allez, là, faut quand même que le processus qui vous a mené à penser comme ça soit clair pour vous, avant d'être clair pour les autres. Mais pour ça, le meilleur moyen de s'aider, c'est d'être conscient de l'autre côté de la médaille, celui qui ne fait pas référence à nos propres convictions, mais qui est quand même existant. Il faut savoir comment manipuler cette partie-là aussi pour pouvoir bien mélanger avec nos idées, puis ne pas se méprendre dans l'utilisation de certains mots ou de certaines je sais pas moi, comparaisons qui pourraient être utilisées des deux côtés et mal interpréter ce que vous avez à dire. Il faut toujours rester respectueux et essayer de comprendre l'opinion de l'autre, même si elle n'est pas la nôtre. Pour ceux ici qui ne sont pas familiers avec ce concept de l'effet papillon, qui est d'ailleurs souvent utilisé comme la règle principale du voyage dans le temps, ça se définit comme un concept de tout simplement, il y a le battement d'ailes d'un papillon à une extrémité de la Terre qui va battre des ailes, et ce mouvement de vent qui a été créé par les ailes va se multiplier, se grossir, se déployer de l'autre côté de la Terre pour devenir un ouragan. Ici, on suppose que le battement d'ailes qui a formé Hitler à devenir le dictateur qu'il est devenu, c'est le fait qu'il a été refusé à l'Académie des Beaux-Arts. C'est son point initial, c'est là que l'aile du papillon a battu. C'est à ce moment-là que les deux chemins se sont créés, et qu'aurait-il pu se passer si il avait été accepté? T'sais, une simple lettre d'acceptation a retiré complètement la Seconde Guerre mondiale de l'histoire de l'humanité. Faut le faire. Mais, il y a d'autres éléments à travers cette lignée-là qui sont restés les mêmes. Ça n'a pas juste tout changé le cours des événements de l'histoire. La preuve, dans le roman, il y a toujours la Première Guerre mondiale dans les deux mondes. Pour maîtriser l'effet papillon, l'auteur s'est servi d'un principe de cause à effet, en se demandant quelle chose aurait pu changer si Hitler n'avait pas été à son poste et quelle autre ne dépendait pas de lui et donc n'aurait toujours été un conflit ou une prédétermination à devenir ce que c'est devenu parce que ça dépendait pas de lui. La Première Guerre mondiale, elle aurait toujours eu lieu parce qu'elle ne dépendait aucunement d'Hitler. Et dans les deux cas, Hitler aurait inévitablement été envoyé au front, comme il l'a été réellement, comme il l'a supposément été dans la version Adolphe, parce qu'à l'époque, c'était mandatoire. Si tu avais l'âge et que tu étais jeune, tu étais en bonne santé, que tu étais un homme, tu devais t'enrôler, tu n'avais pas le choix. Alors ça aurait été un peu stupide si dans la version d'Éric Emmanuel Schmitt, la version d'Adolphe n'était pas allé au front alors qu'il était jeune et en bonne santé. Ça n'aurait pas fait de sens. Alors, cause à effet,
important de suivre le rythme et les choses qui s'emboîtent une dans l'autre pour rester cohérent. Par contre, le mouvement nazi n'aurait jamais été aussi puissant qu'il était devenu. C'était majoritairement à cause d'Hitler que tout ça a pris une dimension absolument fulgurante. Ses talents d'orateur étaient fous. Alors, sans le chancelier d'Allemagne que nous avons connu, la guerre entre la Pologne et l'Allemagne pour un conflit territorial, ça aurait été des poussières, là, ça aurait été presque rien. Les autres pays n'auraient pas eu besoin de s'en mêler. Et, par extension, si la Deuxième Guerre mondiale donc n'a pas eu lieu, l'Holocauste n'a pas eu lieu non plus. Alors, les Nations Unies n'auraient pas été créées. Donc, puisque les Nations Unies n'ont pas été créées, l'État d'Israël non plus n'a pas été créé. Tout ça est purement hypothétique. On est dans le si tout le long de l'histoire d'Adolphe. Mais d'un autre côté, en comparant les deux histoires, dans cette logique d'événements de cause à effet provoqués par le battement d'aile des papillons, on voit comment le cours d'une vie peut être influencé par la plus mince des décisions. Si on place le battement d'aile d'un papillon à un autre moment dans l'histoire d'Adolf Hitler, par exemple, on obtiendrait une toute autre histoire pour le personnage d'Adolphe. C'est d'ailleurs un exercice intéressant à faire dans votre propre vie, par exemple. Si vous vous dites « Ah, si j'avais tourné à gauche et tourné à droite ce matin pour me rendre à l'école, qu'est-ce qui aurait pu m'arriver? Qu'est-ce que j'aurais pu voir? Qui j'aurais pu croiser? » Prenez une petite chose. Si j'avais mangé des céréales au lieu des toasts ce matin, qu'est-ce que ça aurait changé dans ma vie? Peut-être rien. Mais peut-être que ça aurait pu changer un petit quelque chose dans votre tête aussi. Qui sait? Faites le test. Par exemple, dans ma propre vie, un des moments les plus pivotants, c'est lorsque j'ai dû me poser la question à où je voulais aller faire mon secondaire. Est-ce que je restais à Rouyn-Noranda chez ma mère ou est-ce que je partais à Val-d'Or avec mon père? J'ai choisi d'aller chez mon père. Mais quel genre de vie j'aurais aujourd'hui si j'avais fait l'inverse? Est-ce que j'aurais étudié dans les mêmes domaines? J'aurais clairement pas rencontré les mêmes personnes? Est-ce que mon parcours aurait été complètement différent? Est-ce que je me serais retrouvée au final quand même? Je sais pas. Mais c'est intéressant de se questionner là-dessus. C'est toutes des questions qu'on peut se poser, mais qu'on n'aura jamais la véritable réponse. Mais juste de se poser la question, comme le montre Schmidt dans son roman avec toutes les insécurités qu'il a par rapport à qui il est et qui il pourrait ou aurait pu devenir, ça peut nous aider à prendre des décisions réfléchies pour toujours rester conscients de notre potentiel. Le potentiel que nous avons tous, qui peut nous faire grimper des montagnes et récolter des honneurs, comme celui qui peut nous détruire. Dans la vie d'Adolphe, au tout début du roman, on nous décrit sa rencontre avec le médecin spécialiste Sigmund Freud, qui pratique et est l'inventeur de la psychanalyse. Vu que le roman assume un peu que le lecteur est familier avec ce concept-là, je vais vous en faire une version abrégée. C'est un mode de traitement psychologique qui se focalise sur l'inconscient d'un individu pour guérir certains traumatismes ou modifier des comportements. Dans le cas d'Adolphe, Freud utilise la psychanalyse pour le guérir de ses évanouissements face au corps nu d'une femme. Le processus est vraiment bien décrit dans le roman. Mais en gros, il sert à forcer Adolphe à confronter des sentiments refoulés par rapport à son enfance, par rapport à sa relation avec ses parents. Ça frustre beaucoup Adolphe parce qu'évidemment, il comprend pas le lien entre son problème de s'évanouir devant les femmes nues à son père, qu'il détestait d'ailleurs, pour avoir battu sa famille. Mais Freud et lui vont passer ensemble à travers tout le processus de thérapie, donc vont passer à travers des événements de la vie d'Adolphe qui, inconsciemment, ont laissé une trace sur Adolphe, sur la personne qu'il est devenu et la peur qu'il avait inconsciemment de devenir comme son père et d'avoir malheureusement l'impulsion un jour de blesser une femme. Une fois conscient de ce qui l'empêchait d'avancer, Adolphe a réussi à prendre le dessus sur son esprit et à s'épanouir dans sa sexualité. Et il y a une subtile référence au complexe d'Édipe, qui est un des principaux concepts que défendait Freud lors de la création de sa psychanalyse, qui voudrait que chaque homme ait une pulsion incontrôlable et inconsciente de vouloir tuer son père et marier sa mère. Ça a l'air fucked up sur le coup, mais prenez pas ça au sens direct. Dans un terme plus global, l'homme serait en constante confrontation avec le père pour le surpasser en taille, en accomplissement, en nombre de conquêtes, blablabla. Ça veut pas nécessairement dire que c'est malsain. Et pour la relation avec la mère, ça veut surtout dire que dans la recherche d'une partenaire de vie, l'homme va chercher quelqu'un qui se ressemble à sa mère dans ses passions, dans ses valeurs, dans la façon dont il va le traiter, etc. Pour les femmes, c'est souvent l'inverse. Donc, la confrontation avec la mère, l'espèce de sentiment de jalousie et tout, et elles vont chercher dans un partenaire de vie les mêmes qualités que celles qu'elles reconnaissaient en leur père. Mais ça, c'est plus une observation personnelle. Disons que la médecine, comme la psychologie de l'humain, a très longtemps été basée seulement sur le cerveau de l'homme, qu'on considérait comme homme avec un grand H, alors que nous sommes si différents, mais bref, c'est très hétéronormatif comme concept. Hein? Donc c'est digne de son époque, le 20e siècle. Mais je répète ici que je résume seulement les grandes lignes pour vous aider à comprendre à travers le roman
voilà, les liens que ça a. La psychanalyse, c'est un concept particulièrement complexe, qui a énormément évolué depuis que Freud en a fait ses premières esquisses. Bref, je ne suis pas une experte en psychologie. J'ai fait vérifier ce segment par une jeune étudiante au doctorat en psychologie à l'Université d'Ottawa. Je ne dis donc pas que de la merde, mais si jamais vous voulez en savoir plus sur la question ou vous voulez aller voir plus de recherches par rapport à la psychanalyse et ce que c'est devenu ou ce que c'était à l'époque, je vous ai laissé des liens dans la description. Comme il existe plusieurs courants littéraires, plusieurs structures de romans, plusieurs techniques d'écriture, la peinture est un art qui se divise en différentes sous-catégories, qui ont chacune leurs caractéristiques et leur signification dans le domaine des arts. Adolphe, dans le livre d'Erika Malimai-Schmidt, aurait pu être un peintre dans n'importe quelle pratique, mais l'auteur a choisi le surréalisme. C'est relativement expliqué dans le roman pourquoi, mais pour le voir ou faire des liens, il faut quand même connaître une certaine base dans ce domaine de la peinture-là. C'est quelque chose qui a quand même été pris pour acquis à l'intérieur du roman, donc je vais vous en faire une version condensée. Le mouvement artistique du surréalisme a fait son apparition entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est seulement à partir de 1936 qu'il y a eu les premières expositions dites surréalistes à l'international. C'est un mouvement qui tient quand même beaucoup de grands noms, de grands peintres dans l'art de la peinture, dont un que vous connaissez probablement déjà inconsciemment ou consciemment, Salvador Dali. Le surréalisme est principalement né d'un autre mouvement qui s'appelle le mouvement Dada. Le dadaïsme, donc les origines du mouvement surréaliste, s'est créé à la suite de la Première Guerre mondiale, lorsque les artistes ont voulu vraiment se défaire de tous les codes et des cadres préétablis de la création pour créer un art dans de la déconstruction, dans le hors-norme, dans le non-sens, disons. De cette idée principale que le dadaïsme apporte, c'est créer le surréalisme, qui se définit plus spécifiquement par rapport à l'utilisation du subconscient, de l'inconscient, de l'interprétation des rêves dans le processus créatif, pour créer des images, des illustrations dans le monde de la peinture qui ne semblent à l'image n'avoir aucun sens, mais que plus profondément, sous l'analyse d'un œil extérieur, a beaucoup plus de profondeur et se raccordent les uns avec les autres. Mais ce processus d'observation-là n'est laissé qu'au public. Ce n'est pas ça que l'artiste fait. Et là, c'est le moment où vous réalisez pourquoi j'ai analysé la psychanalyse avant de vous parler du surréalisme. Je vais essayer de reformuler ça pour que ça fasse du sens. En surréalisme artistique, on va créer une œuvre d'art à partir du subconscient, de l'inconscient et des rêves, pour ensuite garder ce qui en est sorti de ça et de ce que ça pourrait vouloir dire. Ce que je veux dire globalement par l'utilisation du subconscient, de l'inconscient et des rêves, c'est qu'en gros, l'artiste laisse aller son esprit pendant tout le long de sa création sans se poser de questions sur pourquoi les images qui lui viennent. S'il pense à des girafes, il va dessiner des girafes. Même s'il est en plein milieu des montagnes, puis il n'y a pas de raison pourquoi ça aurait du sens qu'il y ait des girafes dans les montagnes. L'artiste ne se pose pas de questions à savoir si ce qu'il peint, ou ce qu'il écrit, ou ce qu'il performe a du sens. Il prend les images que son cerveau lui envoie à l'instant même. Et il laisse ça couler, aller, partir d'un point, finir à l'autre sans qu'il y ait aucun lien qui fait du sens entre les deux. On le voit très bien d'ailleurs dans le processus créatif de la première toile surréaliste d'Adolphe. Tout le long qu'il va peinturer, il va pas se poser la question de pourquoi il pense à ça, de c'est quoi le lien, pourquoi c'est ça qui est dans ma... Je suis pas grave, je le peins, let's go, je suis partie. Puis c'est comme ça qu'il a trouvé le style qui lui allait si bien. C'est seulement lorsque son ami rentre dans la pièce et qu'il se met à regarder l'œuvre finale, alors qu'Adolphe il était comme c'est niaiseux, là, j'ai juste fait ça de même. Son ami l'a regardé puis il a juste découvert quelque chose à l'intérieur de la toile d'Adolphe qui était tellement claire, tellement précise dans les idées qu'il voulait transmettre, dans l'âme que Adolphe avait mis dans son art. C'est une fois le produit fini que son ami voit la cohérence de tout ce qui a été peint. Malgré l'image de déconstruction et le mélange de toutes sortes de shit qui ont pas l'air d'avoir un lien avec n'importe quoi. Et ça, c'est la grande distinction entre la psychanalyse et le surréalisme. C'est justement qu'Adolphe il ne cherche pas à comprendre pourquoi sa toile elle a viré comme elle a viré. En tout cas, pas du moins pendant le processus de création. Alors qu'en thérapie, ben, le but c'est d'affronter les trucs au moment précis où tu les vois, pis t'es comme genre, ah, pourquoi tu penses à ça? Probablement à cause de ça, blablabla. Il a pas peint cette toile-là dans le but de l'analyser. Il l'a fait parce que c'est ce qui lui venait, qui lui semblait le plus naturel. C'est ce qu'inconsciemment, il voulait partager avec les gens. Son but, c'était de se libérer du poids des images qui l'accablaient, qui trottaient sans vraiment avoir de raison en plein milieu de sa tête. C'est le public qui voit la profondeur de la toile, la signification dans l'incohérence qu'il partage. Il pensait pas du tout au résultat final pendant qu'il la faisait. C'est tellement important, ça. Et ça, c'est la base du surréalisme, me semble. Je suis pas une experte en art plastique non plus, j'ai fait des études en théâtre. Bref, c'est tout pour cette seconde partie, j'espère que ça vous aura plu aussi comme la première. La dernière partie, c'est vraiment un gros caprice de moi.
Seule affaire que je vais faire dans cette partie-là, c'est que je vais vous livrer mon cœur et mon âme sur mon analyse du titre. Oui, j'ai fait une vidéo complète juste sur le titre du livre. C'est pour mon plaisir personnel. J'ai eu du fun à le faire. Ça fait que je vais le partager. J'espère que ce que vous aurez appris dans cette vidéo vous aura aidé à votre compréhension du texte. Et encore une fois, si jamais il y a des éléments que je n'ai pas couverts à l'intérieur de la vidéo qui pourraient vous intéresser, de débattre, de partager ou de mettre tout simplement des liens de référence, n'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une dernière petite capsule sur la part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. Bye bye!